merci à l'ASH de coordonner cette conférence avec nous. Et merci à vous, M. Saint-Pro, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir fait le déplacement pour cette conférence. Alors, cette conférence, je tenais à le souligner, c'est la dernière de l'année pour Panthéon-Sorbonne Mondara, PSM1, mais c'est aussi la première pour Souk Al-Arab. C'est un média qui traite de l'actualité du monde arabe et je vous invite à lire les petits prospectus sur le cas. Le thème de la soirée, ce sera celui des accords Sykes-Picot et de la question des frontières au Moyen-Orient. Alors, je pense que vous avez tous un peu de base sur le sujet, mais je vais quand même faire une courte introduction. Donc, les accords Sykes-Picot, c'est des accords qui ont été négociés et signés en 1916 par François Picot et Mark Sykes, d'où le nom des accords. Et donc, ces accords visaient à prévoir un partage de la région du Moyen-Orient entre la France et le Royaume-Uni en cas de défaite et de démantèlement de l'Empire ottoman. D'un côté, on avait prévu des territoires qui seraient administrés de manière directe par les puissances européennes. C'est le cas du Liban pour la France et du Koweït pour le Royaume-Uni. Et de l'autre côté, on avait aussi des territoires qui n'allaient pas être administrés de manière directe, mais qui allaient quand même subir une influence de la part des puissances occidentales. À ce titre, on a la Syrie et la région de Mossoul, dans le nord de l'Irak, pour la France. Et de l'autre côté, la Transjordanie ainsi que tout le sud de l'Irak qui reviendrait entre guillemets au Royaume-Uni. Alors, ces accords Sykes-Picot, ils prennent réellement forme en 1920 dans la conférence de San Remo. Durant cette conférence, on va attribuer les territoires, on va les mettre sous tutelle des puissances occidentales, des puissances mandataires. Viennent ensuite les années 40, je schématise, je vais très rapidement. Donc, ces années 40 qui symbolisent pour le Moyen-Orient une grosse vague de décolonisation. Donc, des États nouveaux se forment en se calquant sur les frontières Sykes-Picot, mais ces frontières vont tout de même être contestées au fil des années. Donc, que ce soit par le biais de guerres, de conflits frontaliers entre États, ou alors de projets d'union, comme ceux qu'on a pu voir à l'ère du nationalisme arabe. Donc, ces frontières Sykes-Picot sont vouées à être modifiées parce qu'elles sont considérées comme non basées sur des réalités historiques ou culturelles. Donc, ces accords font abstraction de ces réalités, c'est pour ça qu'elles vont être remises en cause. Ce soir, M. Saint-Pro nous fera l'honneur de nous expliquer, de nous apporter des clés de compréhension à cette question frontalière au Moyen-Orient, en partant bien sûr du début historique, c'est-à-dire la signature des accords, mais aussi en remontant petit à petit vers notre ère actuelle et en tentant de nous livrer une vision de nous faire comprendre quels sont les enjeux derrière cette question des frontières et comment ont-ils évolué au fil du temps. Donc je vais laisser M. Saint-Pro se présenter rapidement, puis ensuite il pourra débuter cette conférence qui durera entre 30 et 40 minutes. Et après cela, vous pourrez poser toutes vos questions. Voilà. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Donc je suis Charles Saint-Pro, je suis le directeur général de l'Observatoire d'études géopolitiques et je suis professeur à Paris Descartes, à la faculté de droit de Paris Descartes. Je suis ce qu'on peut considérer comme spécialiste du monde arabe et de l'islam, sur lequel j'ai publié une trentaine d'ouvrages. Notamment pour le sujet de ce soir, ce livre sur le mouvement national arabe aux éditions Élite. Donc nous nous retrouvons pour parler des accords Sykes-Picot et la question des frontières au Moyen-Orient. C'est un thème qui est un sujet considérable. De quoi s'agit-il? Alors d'abord, je voudrais faire une précision de vocabulaire. L'intitulé de notre conférence, c'est les frontières au Moyen-Orient. Et doit-on réellement parler de Moyen-Orient qui n'est jamais que la traduction de l'anglais Middle East? C'est bien que le franglais a tendance à progresser, mais pour un Français et pour un Européen, Middle East ne signifie absolument rien. On parle plus généralement de Proche-Orient, et puis, soyons clairs, on devrait parler du monde arabe, parce que c'est bien ça le sujet. Alors, qu'est-ce que le monde arabe? C'est ici la question centrale. Je ferai, avant de venir sur l'actualité, je ferai un rappel historique, parce que je pense qu'il est important
de comprendre dans quelles conditions ont été conclus les accords Sykes-Picot, avec leur complément qu'il ne faut jamais oublier, qui est la déclaration Balfour sur la Palestine. Il faut bien entendu lier ces deux événements. Il faut voir que les accords Sykes-Picot ont des conséquences qui perdurent, contestées par le nationalisme arabe, et nous le verrons aussi par d'autres forces. Ils ont créé des frontières et des États dont on peut se demander quelle est la légitimité. Certes, il y a aujourd'hui des réalités de facto, mais à quel prix? Et bien sûr, on doit s'interroger sur la possibilité et l'opportunité d'abolir les frontières de 1916. Et puis, ultime question, est-ce que l'unité arabe est un rêve? Sans doute, mais ce rêve persiste au point qu'il reste un élément central de la politique au Proche-Orient. Donc, de quoi s'agit-il? Du monde arabe. Monde arabe ne veut pas dire monde musulman, vous le savez, tous les musulmans qui sont plus d'1,6 milliard de personnes dans le monde ne sont pas arabes, et les États musulmans les plus importants sont l'Indonésie ou le Bangladesh. Les Iraniens ne sont pas arabes, les Maliens non plus, les Pakistanais, les Maliens, les Turcs ne sont pas arabes. Et tous les Arabes ne sont pas musulmans, puisqu'il y a des Arabes juifs et il y a des Arabes chrétiens. On dit monde arabe, mais pour beaucoup d'Arabes, il s'agit de la nation arabe. Certes, on peut toujours ergoter sur ce concept, et les analystes et les experts ne manquent pas d'ergoter, mais ils sont après tout payés pour ça. Mais comme l'écrivait Jacques Berck, le grand professeur Jacques Berck, l'important est la conception que les Arabes se forment d'eux-mêmes. L'arabisme recèle une force presque incantatoire, une éternelle volonté de vivre et de revivre. Et à ceux qui doutent qu'il y ait une nation arabe, de l'Atlantique au Golfe arabe, du Maroc à l'Irak, il suffit de répondre que le fait même qu'il y ait eu depuis plus de 200 ans un mouvement national arabe en constitue tout de même la preuve. Alors, qui sont les Arabes? Ce sont ceux qui appartiennent à l'arabité, ça va de soi, c'est-à-dire un ensemble de liens constitués par l'héritage des civilisations sémites de la Mésopotamie et de la péninsule arabe. Ce sont ceux qui possèdent une langue commune qui s'est développée à partir de l'araméen vers le IVe siècle de notre ère, ceux qui revendiquent une histoire et un passé prestigieux commun, marqué par des grands royaumes omeyyades, abbassides et maroco-andalous, ceux qui partagent des souvenirs et un patrimoine culturel. Michel Aflaq, le philosophe du nationalisme arabe, ajoutait que sont arabes ceux qui affirment que le fait le plus important de leur histoire est la mission de Mohammed, le prophète de l'islam. Selon Michel Aflaq, Mohammed a initié l'élan vital, actionnant les forces latentes de la nation arabe. L'islam traduit la quête d'éternité et d'universalité de notre nation. Sa mission n'est autre que la création d'un humanisme arabe. Il doit être souligné que le nationalisme arabe a toujours rejeté l'idée de race, d'ethnie ou d'une quelconque suprématie d'une race ou d'une autre, pour mettre au contraire l'accent sur la citoyenneté et sur la volonté de faire de grandes choses ensemble, qui, nous le savons, est ce qui caractérise une nation, selon Ernest Renan. C'est une vision civilisationnelle qui explique que l'idée de nation arabe a également été portée par des Arabes chrétiens, de très nombreux, et notamment le philosophe Michel Aflaq, qui était lui-même d'origine chrétienne, des citoyens arabes kurdes et des citoyens arabes berbères. En somme, cette idée de l'arabisme rejoint le grand principe de la pensée nationale française qui, avec Fustel de Coulanges ou Ernest Renan et tant d'autres, expose que la société humaine a d'autres lois que celles de la biologie, qu'une nation n'est pas fondée sur la race, contrairement à ce que pense la pensée allemande, et sur ce point, la pensée arabe est beaucoup plus proche de la pensée française. Depuis le XIXe siècle, un rêve habite le monde arabe, celui de reconstituer l'unité qui fit la grandeur de la civilisation arabe. C'est ce rêve qui a donné naissance au mouvement national arabe qui s'est développé dans les années 50 avec Nasser en Égypte, avec le Bas qui a gouverné l'Irak jusqu'à 2003.
Géographiquement, les limites de cet ensemble arabe sont bien définies. À l'est, c'est les montagnes du Zagros qui forment la frontière avec l'Iran. Au nord, ce sont d'autres montagnes qui forment la frontière avec l'Anatolie turque. À l'ouest, la Méditerranée. Et au sud, l'océan Indien. Le nationalisme arabe précède de plus d'un siècle les accords Sykes-Picot. Ce nationalisme arabe prend naissance sur un double constat. D'une part, celui du déclin de l'Empire ottoman et d'autre part, le défi européen. Les Arabes avaient toujours ressenti, après la prise du Caire par les Ottomans au début du XVIe siècle, et ils avaient toujours ressenti la domination ottomane comme une conquête et la confiscation du califat par les Turcs comme une imposture. On peut avancer que le premier acte du mouvement national arabe fut la révolte du Najd sous la manière d'Abdel Wahab, qui fut à la fois un réformisme religieux et un pionnier du réveil arabe. Alors je sais qu'Abdel Wahab a très mauvaise presse, puisqu'on ça vous renvoie à cette notion de wahhabisme que certains médias mettent à toutes les sauces. Mais Abdel Wahab n'était évidemment pas wahhabite et il fut l'homme qui, le premier, entrevit l'intuition d'un réveil arabe contre la domination ottomane. En même temps, c'est un réformiste musulman qui voulait mettre face à un certain nombre de pratiques et de superstitions, mais ça c'est un autre problème. Au XIXe siècle, l'occupation ottomane était devenue insupportable aux Arabes. Et en même temps, ils constataient que les nations d'Europe étaient en train d'opérer leur révolution industrielle et technique. L'attention des élites arabes fut appelée sur le décalage entre l'Empire ottoman déclinant et les pays européens qui allaient en progressant. Lors d'un voyage en France, le cher égyptien Rifa el-Tatawi, l'initiateur réel de ce qu'on appelle la Nahda, le mouvement de renaissance arabe, découvrit avec une certaine admiration les mœurs, les institutions et la culture française, dont il traça un tableau dans son fameux livre L'Or de Paris. La Nahda, ce mouvement donc réformiste qui fut porté par des musulmans et des chrétiens, de nombreux libano-syriens chrétiens participaient à ce mouvement, fut donc une renaissance culturelle. Mais elle devait conduire naturellement à la revendication politique et à la revendication de l'indépendance arabe. Et à partir du milieu des années 70, le mouvement arabe prit une tournure plus militante contre l'occupation ottomane. Des affiches furent placardées à Beyrouth, à Damas, à Jérusalem, à Bagdad. Le pionnier le plus hardi du nationalisme arabe fut sans doute l'écrivain syrien d'Alep, Abdelrahman al-Kawakili, qui est l'auteur de el-Qura, la mère des cités, qui défendit l'idée d'une nation arabe indépendante et préconisa le retour d'un califat arabe issu de la famille du prophète, mais précisant que ce califat devrait se référer à la notion de la Shura, c'est-à-dire de la consultation, qui est la notion qui exprime la démocratie dans le droit public musulman. Dans ces caractéristiques du despotisme, puisque Kawakili est surtout le grand écrivain contre la tyrannie qu'il identifie à l'ottomanisme, il adressa aux Arabes cette vigoureuse apostrophe: Arabes, unissons-nous en proclamant vive la nation, vive la patrie, revivons fiers et libres. L'apport essentiel de Kawakili est le lien qu'il a établi entre le réformisme islamique, entre le réformisme musulman et le jeune nationalisme arabe, en démontrant que l'un et l'autre ne s'opposent pas, mais au contraire se complètent. Avec Kawakili, qui fut empoisonné par les services turcs en 1902, l'idée de l'unité arabe avait donc investi le champ politique et elle était entrée dans sa deuxième phase, celle qui allait trouver son accomplissement avec le Congrès arabe de Paris en 1913. En 1913, donc, les délégués de plusieurs pays arabes, le Liban, la Syrie, enfin à l'époque c'était la même chose, la Palestine, la Transjordanie, la Mésopotamie, se réunissent donc à Paris avec des participants dont certains viennent du Maghreb et d'Égypte, et afin d'envisager le futur du monde arabe dans le contexte de ce tournant de l'Empire ottoman que tout le monde prévoit.
Les délégués chrétiens, et ça c'est très important de noter, sont à peu près aussi nombreux que les délégués musulmans. Et il y a également des gens qui ne sont pas arabes au sens technique, si cela a un sens, par exemple les Kurdes. Le 21 juin, le congrès qui s'était réuni à la Société de géographie à Paris, boulevard Saint-Germain, à 2 pas d'ici, adopta la première expression officielle de revendication arabe formulée par une instance représentative. Cette résolution appelait à des réformes radicales et urgentes afin d'assurer aux Arabes l'exercice de leur droit politique et le respect de leur langue nationale. Le Congrès arabe de Paris a donc marqué une étape considérable du développement du mouvement national panarabe qui a pris de la vigueur ensuite durant l'entre-deux-guerres. Mais avant qu'il prenne de la vigueur durant l'entre-deux-guerres, il y eut le drame des accords Saïd-Picot. Après le Congrès arabe de 1913, les promesses faites aux Arabes par les Turcs n'avaient pas été tenues. Bien plus, le régime des jeunes Turcs s'enferma dans une idéologie d'ouranisme raciste et extrémiste. Et dans ces conditions, le mécontentement arabe alla en grandissant. C'est dans ce contexte que le monde s'engagea dans la Première Guerre mondiale et que les jeunes Turcs prirent le parti de l'Axe, c'est-à-dire de l'Allemagne. Profitant du conflit d'ailleurs pour exécuter les dirigeants nationalistes arabes de Beyrouth et de Damas, c'est les fameux pendus de Beyrouth, la place des martyrs à Beyrouth, pour ceux qui connaissent Beyrouth, c'est fait référence à ces gens, à ces nationalistes arabes qui furent pendus par les Turcs de cette époque. Et il y en eut également à Damas. Quelques mois plus tard, éclatait dans le Hejaz, c'est-à-dire l'endroit où il y a les lieux saints de la Mecque et de Médine, la révolte arabe. La famille hachémite, qui gouvernait plus ou moins cette région, avait reçu des promesses de Londres concernant la création d'un État arabe qui engloberait le Hejaz, la Palestine, la Grande Syrie et l'Irak. Ces promesses avaient été transmises par un aventurier britannique des services de l'intelligence service, un nommé Lawrence, qui ensuite a romancé toute cette affaire dans son fameux bouquin, les piliers de la sagesse. Il s'agissait pour les Anglais de convaincre les Arabes d'ouvrir un front au sud contre les Ottomans pour soulager l'effort militaire qui était porté sur l'Égypte, qui pour les Anglais était très important, mais c'était la route des Alpes. À Damas, à Beyrouth, à Jérusalem, à Bagdad, les nationalistes arabes furent solidaires de la révolte. Mais les promesses britanniques furent trahies dès l'origine. En effet, la révolte totale de 1916, en même temps qu'elle se déclenchait cette révolte arabe, Londres avait négocié avec Paris un plan de partage des territoires arabes occupés par l'Empire ottoman. Ce plan porte le nom des ministres des Affaires étrangères des deux pays, donc Saïd et Picot, et ces accords du 16 mai impliquaient d'ailleurs également, le 16 mai 1916, impliquaient également la Russie du Tsar. Ils prévoyaient ces accords le partage des territoires arabes. La France se verrait attribuer une zone dite bleue sous administration directe, qui comprenait l'actuel Liban, la zone méditerranéenne de la Syrie, la région de Latakia, la région d'Alexandrette, et puis en Anatolie, la Cilicie. Et une zone, deuxième zone dite arabe, je ne sais pas pourquoi celle-ci est arabe et pas l'autre, mais enfin ça fait partie des mystères de Saïd-Picot, une zone arabe où la France exercerait son influence sur la région de Damas, d'Alep et jusqu'à Mossoul. La Grande-Bretagne obtiendrait une zone dite D, comprenant l'actuelle Jordanie, qu'on appelait la Transjordanie à l'époque, et une partie de l'Irak, dans la région de Kirkouk, et une zone rouge, l'administration grecque, dans une autre partie de l'Irak, Bagdad passera à Corée. Enfin, la Palestine serait placée sous un régime international, mais la Grande-Bretagne prendrait le contrôle des ports d'Haïfa et d'Arles. Les accords prévoyaient également un protectorat britannique sur les Émirats du Golfe, Koweït, arraché à l'Irak, les Émirats de la côte de la Trêve, Abu Dhabi et Dubaï. Un protectorat sur le sultanat d'Oman et sur le sud du Yémen, la région d'Aden. La zone d'influence russe
qui devient anecdotique pour les raisons qui ont, en fait, parce que la révolution russe va mettre tout ça à plat et donc qui ne verra jamais naissance. La zone d'influence russe concernait une partie de la Perse du Nord, Tabriz, Téhéran, et aussi la région orientale de l'Anatolie, dans la zone du lac de Van. Ce découpage fut avalisé après la guerre par le traité de Sèvres en 1920 et modifié, mais uniquement pour ce qui concerne les provinces turques, puisque entre-temps il y avait eu le mouvement, le sursaut national turc de Mustafa Kemal, qui avait recréé un État turc, qui avait réaffirmé les droits de la Turquie en Anatolie, et donc le traité de Lausanne abandonna totalement les partages qui avaient été prévus pour la zone turque. Donc restaient les partages de la nation arabe, et grosso modo, on peut dire que les frontières actuelles du monde arabe, en tous les cas du Machrek, puisqu'on parlera surtout du Machrek ce soir, en découlent. En même temps, les Britanniques avaient pris une décision dont les conséquences allaient être considérables. Le 2 novembre 1917, Arthur James Balfour, chef du Foreign Office, avait adressé une lettre à Lionel Walter Rothschild, l'un des chefs de la communauté juive d'Angleterre, pour affirmer que le gouvernement britannique envisageait favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et ferait tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif. Alors, la déclaration de Balfour, elle fut un peu arrachée aux Britanniques par Wilson, le président des États-Unis, qui avait fait valoir aux Britanniques que c'était un moyen de se mettre dans la poche le lobby juif américain, assez puissant, de façon à ce qu'il puisse soutenir l'idée d'une entrée en guerre des États-Unis contre l'Allemagne. En tous les cas, cette déclaration de Balfour ouvrait la voie de la colonisation de la Palestine. Elle crée un problème qui n'a cessé de s'envenimer. Voilà donc la situation après la Première Guerre mondiale, telle qu'elle sera finalement entérinée par le traité de Sèvres en 1920. Pour les Arabes, l'année 1920 est appelée l'année de la catastrophe. Le 24 juillet 1920, le général Gouraud, qui a été nommé au commissaire de la République française au Levant, a renversé l'éphémère royaume arabe que le roi Faisal avait instauré à Damas, c'était le fils du shérif Hussein de la Mecque. La France proclamera aussi en même temps l'État du Grand Liban, et pour leur part, les Anglais noyèrent dans le sang la révolte en Irak, une révolte nationale contre la domination anglaise, qui fut donc actée de la façon la plus terrible. Finalement, après tous ces troubles, Faisal deviendra roi d'Irak en 1921, et Abdallah, roi d'une Transjordanie, c'est l'actuelle Jordanie, créée de toutes pièces autour d'Amman pour qu'on puisse lui donner quelque chose. En 1924, la Société des Nations organisera le mandat britannique sur la Palestine en incorporant curieusement dans le texte de cette résolution la déclaration de Balfour de 1917 qui émane pourtant du ministre d'une puissance qui n'a aucun droit sur la Palestine. Enfin, Hussein Ali le Hachémite, l'ancien roi de Hejaz, était reconnu comme roi de Hejaz, mais il était sorti très diminué, très humilié de cette affaire, puisque aux yeux des Arabes, il passait pour le grand perdant, celui qui s'était fait rouler par les Britanniques. Et d'autant plus qu'à la même époque, la famille Saoud avait repris le pouvoir au Nadjel et qu'elle allait vouloir étendre son pouvoir et bientôt s'emparer de la Mecque de Médine, chassant le shérif Hussein et la famille des Hachémites, et ce qui constituait donc une nouvelle donne. Pour ce qui concerne l'Égypte et le Maghreb, la situation était la suivante. L'Égypte était soumise aux Britanniques, la Libye était envahie par les Italiens, et la France avait des protectorats sur le Maroc depuis 1912, sur la Tunisie un peu avant, et bien entendu ses départements d'Algérie. Après Sykes-Picot, après la Première Guerre mondiale, le Machrek est en miettes, et tout est en place pour les guerres et les tragédies qui suivront jusqu'à nos jours.
Les États nouveaux n'avaient guère de légitimité, puisque la plupart du temps, ils avaient été créés de toutes pièces et leurs dirigeants avaient été imposés par l'étranger. En tout cas, ces pauvres dirigeants avaient une marge de manœuvre des plus réduites. Et lorsqu'ils prétendaient avoir une marge de manœuvre, eh bien, ils disparaissaient mystérieusement. Le roi Faisal fut probablement empoisonné par les Britanniques et son successeur, le roi Yazid Ier, fut assassiné par les Britanniques, ce qui donnait un avertissement sévère pour les autres dirigeants et qui se tinrent tranquilles. La France et la Grande-Bretagne s'étaient donc vu attribuer par la Société des Nations des mandats pour guider des peuples à qui personne n'avait demandé leur avis vers on ne sait quoi d'ailleurs, et en effet, à aucun moment, les populations n'avaient été consultées sur quoi que ce soit. En fait, il s'agissait du jeu des puissances. La Grande-Bretagne voulait assurer sa domination sur les régions pétrolières d'Irak, car le pétrole était déjà devenu une préoccupation majeure, et sur les régions pétrolières du Golfe arabe, pour alimenter en énergie son empire colonial. Et puis, elle voulait aussi sécuriser la route des Indes, puisque c'était la parole de la diplomatie britannique, la sécurisation de la route des Indes. La France, présente au Maroc, en Algérie et en Tunisie, voulait faire contrepoids à la Grande-Bretagne et assurer sa prédominance en Méditerranée en contrôlant le maximum de côtes, d'où sa présence au Liban et en Syrie. C'est dans ces conditions que le Proche-Orient est devenu l'une des zones agitées de la planète et qu'il est demeuré. Les puissances occidentales s'y disputent des intérêts stratégiques et économiques, la confusion règne un peu partout, les peuples sont insatisfaits et humiliés, la colonisation sioniste en Palestine, qui va se développer pendant l'entre-deux-guerres, va exacerber les passions. C'est dans ce contexte que le nationalisme arabe se développera entre les deux guerres puis après la Seconde Guerre mondiale. Sa revendication essentielle visera à contester les conséquences des accords Sykes-Picot et à exiger le démantèlement des frontières jugées artificielles. En même temps, il contestera naturellement la politique britannique en Palestine. Ce mouvement national arabe va prendre sa forme la plus élaborée avec la création officielle du BAS, le Parti du Renouveau, BAS en arabe du Renouveau, en 1947 en Syrie. Le fondateur du BAS, c'est le philosophe du nationalisme arabe, Michel Aflaq, qui propose de répondre à deux questions fondamentales. La première, c'est qui sommes-nous, nous les Arabes? Et il répond par l'affirmation que les Arabes forment une seule nation de l'Atlantique au Golfe, un seul peuple qui s'identifie dans l'universel par une langue, une culture, des données sociologiques et une histoire commune. Cette prise de conscience de la dimension historique arabe constitue ce qu'il appelle l'histoire de départ. En réponse à la deuxième question, que pouvons-nous, Michel Aflaq soutient le grand dessein d'entraîner les Arabes à la reconquête de leur unité pour reprendre leur mission historique éternelle, d'où le fameux slogan du nationalisme arabe « Umma Arabiya Wahida Zat Risala Khalida ». Aflaq estime que les particularismes locaux des découpages Sykes-Picot sont fondés sur des critères irrationnels comme l'ethnie, l'appartenance confessionnelle ou le chauvinisme. Ils ne font que perpétuer les divisions instituées par les puissances étrangères. L'idée de l'unité de la nation arabe constitue donc l'idée force, le mythe au sens sorélien du terme. Les Arabes sont une nation parce qu'ils forment une communauté d'États dans l'universel. Seuls les aléas de l'histoire, puis des régimes indignes, les ont divisés, mais ils n'affirmeront pleinement leur présence dans le monde en se réunifiant. C'est ce que dit la charte élaborée par le congrès du BAS en 1947. Les Arabes forment une seule nation, de l'Atlantique au Golfe, une nation qui a le droit naturel de vivre dans un seul État. Il faut rechercher une entité unique, une entière unité culturelle, économique et politique. C'est donc l'objectif constant du nationalisme arabe. Et le BAS affirme donc qu'on ne peut lier l'idée de nation arabe à celle des frontières quand ces frontières sont artificielles et ont été tracées par des occupants étrangers. Donc le nationalisme arabe conteste tout simplement le principe
le principe sacro-saint aux yeux de ceux qui les ont tracés, de l'intangibilité des frontières héritées du colonialisme et qui est devenu un des leitmotifs de la diplomatie internationale. Ce principe, pourtant, ne vise qu'à entretenir des divisions injustes, fondamentalement contraires aux droits et aux intérêts des peuples. Selon le nationalisme arabe, les frontières entre les États ne sont pas légitimes. Pourtant, avec le temps, on le sait, des entités nationales se sont créées, mais elles se sont créées sur des bases ambiguës. Que valent ces États? D'abord, une remarque, la notion d'État n'est évidemment pas étrangère au monde arabe. On peut même dire que cette région du monde a vu se développer les premiers états de l'histoire humaine, avec les cités-États de Sumer, d'Akkad, l'administration des États mésopotamiens, puis des États musulmans, notamment ce royaume des Abbassides, était très sophistiqué. Et si avec l'islam, l'État privilégia plutôt la gestion de la communauté, Oumma, le principe d'État-nation n'est pas inconnu dans le monde arabe. Il y a au moins deux États-nations indiscutables, deux États-nations vieux de plus de 12 siècles. Il y a le Yémen, qui s'est réuni autour de ses imams jaïdis, et il y a le Maroc, qui s'est constitué autour de ses rois depuis le 8e siècle, ce qui fait quand même pas mal de temps. Ces États, donc, qui ne furent jamais conquis par les Ottomans, c'est aussi un point qui est important à souligner. Mais après la Première Guerre mondiale, les États qui s'installèrent dans la région arabe du Maghreb étaient artificiels. Depuis quelques dizaines d'années, pour durer, ces États n'ont cessé d'instrumentaliser des clivages religieux, sectaires ou sociaux. C'est le confessionnalisme au Liban. Le Liban est un assemblage de confessionnalisme, de mesures confessionnelles extraordinaires. C'est la minorité alaouite en Syrie, liée au régime des Assad à partir du coup d'État de 1970. C'est le chiisme en Irak après l'invasion américaine en 2003. C'est le clivage bédouin-palestinien en Jordanie qui est beaucoup plus important qu'on ne le pense. Certains parlent aussi de la constitution d'un État russe à cheval sur le Liban et la Syrie. Et puis des questions ethniques ont été utilisées pour affaiblir ces États, par exemple les Kurdes en Syrie et en Irak. Ces questions confessionnelles ou ethniques sont utilisées pour jeter de l'huile sur le feu. Elles étaient, et il faut le souligner, totalement inexistantes au début du XXe siècle. Le nationalisme arabe n'a jamais été confessionnel ou ethnique, je le répète. Le dépassement du confessionnalisme, cet esprit d'unité et de tolérance est sans doute l'une des fortes idées du mouvement national arabe qui rassembla toujours des musulmans sunnites, des musulmans chiites, des Druzes comme les Mirchid Barslan, le fondateur du journal La Nation arabe, des chrétiens maronites, des chrétiens orthodoxes. Il est également notable que les Kurdes, solidaires de leur appartenance à l'espace arabe, furent partie du mouvement national arabe. Par exemple, l'universitaire Mohamed Kurdiani, qui était originaire de Souleymania en Irak. Et même les Arabes juifs ne prétendaient pas créer un État à part. C'est le jeu de l'étranger qui a cherché à dresser les communautés les unes contre les autres. D'abord les Turcs, puis les Occidentaux, notamment les États-Unis, la création de l'État d'Israël, et aujourd'hui l'Iran, dont le jeu consiste encore à diviser les Arabes, notamment en instrumentalisant le facteur chiite. Le partage établi par les accords Sykes-Picot a non seulement laissé des traces, mais cette idée d'ailleurs continue à inspirer le jeu des puissances. Dans un article publié en 1982 par la revue de l'Organisation sioniste mondiale, un analyste israélien qui avait travaillé pour le ministère israélien des Affaires étrangères exposait que la stratégie d'Israël devrait constituer à favoriser l'éclatement des pays arabes sur des bases confessionnelles ou ethniques. Le plan de décomposition du Liban, largement mis en place par Israël, devait trouver son complément dans tout le reste du monde arabe, notamment l'Irak, qui était envisagé de diviser en trois, une zone kurde, une zone sunnite, une zone chiite, la Syrie, qui était envisagée de diviser entre une zone alawite, une zone sunnite et une zone druze, et l'Arabie saoudite, qui devait être amputée de ses provinces pétrolières et ramener à une mosaïque tribale.
La théorie a tout simplement été reprise et actualisée par les néoconservateurs aux États-Unis. Le projet de remodeler le Proche-Orient sur une politique de chaos constructeur fut conçu dans les années 1990 sous George Bush, George Bush II, lors d'un discours prononcé en 2003, quelques jours avant l'agression des États-Unis contre l'Irak. Et les experts connaissent l'existence de cartes que l'on peut facilement trouver sur Internet ou ailleurs, qui prévoient justement ce morcellement du monde arabe. Par exemple, la carte publiée par la revue militaire états-unienne Armed Forces Journal. Cette carte envisage de nouvelles frontières en fonction de critères ethniques et confessionnels. Constitution d'un grand Liban englobant toute la côte méditerranéenne de la Syrie, donc aussi la région alaouite jusqu'à la frontière turque, division de la Syrie, création d'un État kurde comprenant le nord de l'Irak et le nord de la Syrie, éclatement de l'Irak divisé entre un petit État sunnite arabe et un grand État chiite dans la région saoudienne du Gaza, entre l'Émirat de Koweït et la péninsule de Qatar, où les chiites ne sont d'ailleurs pas majoritaires, formation d'une grande Jordanie, c'est-à-dire résolution du problème palestinien à l'israélienne en mettant les Palestiniens en Jordanie, et État à part des villes saintes de la Mecque, Médine, dans une sorte d'État autonome. En fait, ce nouveau Moyen-Orient, conçu sur des découpages confessionnels, nationaux, ethniques, est très arbitraire et bien entendu ne serait pas plus sûr que l'actuel. Au contraire, il deviendrait naturellement une poudrière. C'est pourtant cela qui, dans une certaine mesure, est en train de se mettre en place. Cela nous ramène à la question des frontières instaurées par les accords Sykes-Picot. Ces frontières ont été critiquées, donc je l'ai dit, par deux courants pour des raisons très opposées. D'une part, ce que j'appellerais le courant politico-religieux, né avec les frères musulmans à la fin des années 20, préconisant une sorte d'unité de la Oumma islamique, c'est-à-dire de tout l'ensemble musulman, et c'est l'idée fondamentale des frères musulmans et de tous les mouvements islamistes qui suivront, c'est d'être anti-national, c'est de concevoir la grande Oumma musulmane transcendant les réalités nationales. Et c'est bien entendu un rêve total. On retrouve cette idée en juillet 2014, après la chute de Mossoul, quand le chef de l'État dit islamique proclamait son intention d'effacer les frontières coloniales des accords Sykes-Picot. C'était la déclaration d'El-Baghdadi. En se référant à Sykes-Picot, El-Baghdadi joue sur une remise en question qui n'a d'accueil et d'une situation qui est restée très présente dans les consciences arabes. Mais dans le cas d'espèce, l'abolition des frontières n'est accompagnée d'aucun projet de remplacement crédible. Il s'agissait d'abolir l'ordre ancien, d'une revendication transnationale, mais sur une base religieuse et confessionnelle qui ne peut mener nulle part. Ce n'est évidemment pas la conception du nationalisme arabe. L'État rêvé par les nationalistes arabes était un État moderne, tolérant. Il y avait une unité de destin dans l'universel, réunissant des gens de toute confession et sans distinction. Il répondait véritablement à l'idée de nation telle qu'elle est exprimée par Ernest Renan. Non pas une sorte de vivre ensemble consensuel, mais le désir de faire de grandes choses ensemble. En effet, il ne s'agit pas de vivre à côte en voisinant comme les pingouins sur la banquise. Une société humaine n'est pas une sorte d'association volontaire née d'on ne sait quel contrat. Ce n'est pas la cacophonie d'intérêts communautaires antagonistes. Ce n'est pas un assemblage de groupes retranchés dans de pseudo-identités de substitution s'excluant les uns les autres. Le respect des croyances de chacun, celui des diversités, ne signifie pas d'additionner des particularismes, mais plutôt de rechercher des valeurs partagées. Il s'agit donc de concevoir les hommes comme appartenant d'abord à une nation et non à des groupes particuliers ou à des tribus coexistant tant bien que mal. Une nation, c'est beaucoup plus que le simple vouloir vivre ensemble, c'est une vision commune, c'est vouloir faire de bonnes choses ensemble.
De nos jours, que reste-t-il de l'idée nationale arabe? Il reste l'essentiel, à savoir qu'il y a un siècle, des responsables arabes se réunissaient à Paris pour appeler à un renouveau arabe dans le respect des principes de liberté, d'indépendance, de tolérance, de progrès. Ces hommes furent l'avant-garde d'un mouvement qui prit de l'ampleur avec la grande révolte de 1916, avec les combats de l'entre-deux-guerres et après la Seconde Guerre mondiale, avec Nasser en Égypte et le parti basse de Michel Aflaq. Le nationalisme arabe a conçu la vision d'un destin commun. Il a été l'expression de l'aspiration d'une civilisation à reprendre sa place dans l'histoire. En fin de compte, il a constitué la tentative la plus sérieuse pour faire entrer la nation arabe dans le monde moderne par la grande porte et lui donner un projet d'avenir à la mesure de son passé prestigieux. En fin de compte, le nationalisme arabe a constitué la tentative peut-être la plus sérieuse sur le plan politique, sur le plan des idées politiques d'un renouveau arabe tel qu'il fut porté à partir du XIXe siècle. Plus qu'une option pour un modèle politique, ça a été un choix existentiel, au sens propre du terme, existentiel. Il apprenait un renouveau arabe fondé sur le progrès, l'entente interconfessionnelle, l'ouverture au monde. C'est un ensemble de valeurs dont le monde arabe d'aujourd'hui aurait bien besoin. Par conséquence, et sans doute beaucoup plus qu'un intégrisme sectaire qui n'offre, à vrai dire, qu'une mauvaise caricature de l'islam, le nationalisme arabe a incarné et continue peut-être d'incarner une espérance, celle d'un véritable printemps de la nation arabe dont ce mouvement a porté l'inépuisable volonté de vivre et de revivre. Sans doute, les frontières des découpages qui ont résulté des accords Sykes-Picot sont-elles difficiles à abolir? Des intérêts se sont constitués, des intérêts d'État, des intérêts de régime, mais malgré les rivalités de personnes ou les divergences de vues sur les moyens, pour les uns, le panarabisme, pour les autres, un système d'entente et de coopération plus pragmatique en redonnant du dynamisme à la Ligue des États arabes. Pour tous, en tous les cas, l'objectif, c'est de redonner de l'influence au monde arabe et de surmonter les divisions. Divisions qui d'ailleurs n'existent pas seulement au Machrek, puisque j'ai très peu parlé du Maghreb, mais lorsque l'on voit la lamentable histoire entre l'Algérie et le Maroc sur l'affaire du Sahara marocain, ce facteur de division entretenu de toutes pièces par le régime algérien, par complexe à l'égard de son voisin, et qui empêche l'unité du Maghreb, qui empêche la constitution de ce Maghreb arabe qui serait si nécessaire au peuple, qui constituerait un marché d'intégration économique de 100 millions de personnes, on voit bien que les responsabilités ne sont pas toujours aussi à rechercher du côté de l'étranger et qu'il y a certains régimes arabes qui jouent et qui continuent à jouer avec le feu. En tous les cas, qu'on le veuille ou non, le réveil arabe reste un rêve bien ancré dans le cœur de dizaines de millions d'Arabes. Quelle qu'était l'ampleur des échecs dus à l'acharnement des coups portés par les ennemis des Arabes et, il faut bien le dire, par les erreurs commises, le nationalisme continue à représenter pour une bonne partie du monde arabe un avenir possible et en tout cas un avenir moins médiocre que le présent actuel. Je vous remercie. Maintenant, on va prendre quelques questions, continuer de vous éclairer du mieux possible. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je voulais savoir que, évidemment, les Occidentaux, notamment les Français et les Britanniques, dans les accords Sykes-Picot, qu'est-ce que vous pensez du rôle qu'aurait pu avoir l'Allemagne et qui a pu avoir l'Allemagne entre les deux guerres vis-à-vis du monde arabe pour est-ce qu'elle cherchait à unifier le monde arabe ou bien à aider simplement les États arabes
à se battre contre l'Empire britannique, une activité des Allemands, une volonté de faire en sorte que le nationalisme arabe puisse naître. C'est une question intéressante. D'abord, il faut bien voir que l'Allemagne portait le péché originel d'avoir été du côté des Ottomans. Donc, elle n'était pas forcément bien vue des Arabes. Par ailleurs, le projet, on sait très bien que, et surtout après la création du Troisième Reich, le projet des Allemands avait été d'essayer de trouver des points d'appui dans le monde arabe et musulman. Ils en trouvèrent très peu, à vrai dire. Ils en trouvèrent très peu parce que le nationalisme arabe fit obstacle. Michel Aflaq a écrit tout un bouquin sur cette question, disant nous refusons à la fois le piège du marxisme, du soviétique et tout ça, et le piège du fascisme, et ce sont deux dangers communs que nous devons combattre. Et ce qui fait que l'Allemagne ne trouva que très peu de comparses. Il y eut, mais ce n'est pas le nationalisme arabe, c'est le nationalisme grand syrien d'Antoun Saadeh. C'était un Libanais qui avait créé un parti qui voulait créer une grande Syrie, incorporant d'ailleurs, je ne sais pourquoi, une partie de chiites. Mais qui lui avait été tenté par le rapprochement avec l'Allemagne. Mais ça reste très anecdotique. Ceux qui furent tentés par le rapprochement avec l'Allemagne furent les particularistes, en tous les cas. Il était un particulariste à sa manière, mais par exemple, un type comme Gemayel, le fondateur des phalanges libanaises, c'est après un voyage à Berlin et avoir vu Hitler qu'il a fondé les phalanges libanaises sur un concept qui est très proche de cet état d'esprit. Donc, le nationalisme arabe est toujours resté très imperméable à l'Allemagne et, bien entendu, à l'époque, puisque c'est ça qu'il s'agit, à l'Allemagne du Troisième Reich. Il y eut quelques tentatives aussi avec quelques Palestiniens au nom de l'idée que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Bon, mais tout ça n'alla pas bien loin. En tous les cas, il n'y a eu aucune accointance. Et sur le plan, en fait, la doctrine du nationalisme arabe, c'est clair, c'est celle du Bas. Nasser est un type très bien, mais qui n'a laissé une œuvre idéologique très forte. Hein. Or, là, les bouquins du Bas et de Michel Aflaq sont très clairs. C'est un rejet total de l'Allemagne du Troisième Reich. Oui. Parlez fort, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la Ligue arabe peut avoir une influence positive sur l'unité dans le monde arabe? C'est une très bonne question parce que, en fait, la Ligue arabe a été fondée en 1945. C'est-à-dire que les Arabes ont été des précurseurs des ensembles régionaux. La communauté européenne date de 1957, la communauté américaine date d'après. Donc, les Arabes ont été les premiers à créer une sorte de fédération d'États. Bon, ça a été une déception totale, de déception d'ailleurs. D'abord, les nationalistes arabes étaient assez hostiles à la Ligue des États arabes. Parce que d'une certaine façon, la Ligue des États arabes, c'était l'officialisation des États particuliers créés en divisant le monde arabe. Donc, les nationalistes arabes disaient, nous, on est pour un grand État arabe, si on admet la création d'une Ligue des États arabes, c'est qu'on enterrit cette division. Donc, c'était le premier point. Mais surtout, la Ligue arabe n'a jamais été en mesure de jouer le moindre rôle positif. Elle a été très vite annexée par les Égyptiens, qui en avaient fait un peu un élément de domination. Bon, ça n'a pas donné grand-chose. Et la Ligue arabe, c'est de l'impuissance à un point qui, enfin, elle est encore plus impuissante que l'était l'ancienne SDL, si on peut dire. Et donc, elle n'a pas eu de rôle, elle n'a jamais eu de rôle. Le seul moment où elle a un peu existé, c'est paradoxal, c'est quand elle a été à Tunis. Parce que vous savez qu'après que Saddam ait fait une paix séparée avec Israël, il était au banc du monde arabe, et donc le monde arabe a décidé de retirer le siège de la Ligue arabe du Caire pour l'installer à Tunis. Eh bien, c'est la seule époque où la Ligue arabe a eu une petite existence indépendante, parce qu'il y avait un Tunisien qui était très bien, qui était un
Chati, qui a essayé de donner à la Ligue arabe une vraie consistance et de la faire progresser. C'est vrai aussi que c'était une époque où il y avait de l'autre côté de la Méditerranée un répondant, c'est-à-dire il y avait de France qui avait une politique arabe ambitieuse. C'est à cette époque qu'on a lancé le dialogue euro-arabe, c'est à cette époque qu'on a fait avancer quand même pas mal de choses qui ont été enterrées par la suite. Mais aujourd'hui, la Ligue arabe, c'est l'addition de contradictions et d'impuissance terribles. On l'a bien vu récemment lorsqu'il a fallu prendre des décisions concernant la Syrie, concernant le Liban, concernant la Libye. Et donc, ce genre d'organisation, eh bien, elle arrive à se reconnaître sur le plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire on se met d'accord pour ne rien faire et pour prendre des déclarations de principe qui ne mènent à rien. Il y a en revanche des organisations spécialisées, l'Union postale, l'Union, etc., qui, elles, marchent un peu, mais c'est loin de correspondre à ce que ça pourrait être. Alors après, il y a les sous-ensembles. Il y a l'Union du Maghreb arabe. L'Union du Maghreb arabe, c'était une belle idée, et là, il y a une vraie cohérence. En tous les cas, Tunisie, Algérie, Maroc, vous avez, bon, après, il faut rajouter la Mauritanie et la Libye, mais on a 3 pays qui sont quand même très proches les uns des autres, sur le plan culturel, sur le plan culinaire, sur le plan tout ce que l'on veut, qui se connaissent bien. C'était une belle union pour le Maghreb arabe, n'a jamais marché à cause de l'affaire du Sahara marocain. Bon. Et d'ailleurs, il faudra quand même qu'on m'explique comment le régime algérien peut prétendre défendre les causes arabes, qu'il n'a d'ailleurs jamais défendu, parce qu'on n'a jamais vu un soldat algérien sur le front de Palestine, alors qu'on a vu des soldats marocains qui ont fait reculer l'armée israélienne en 1973. Mais il faudra qu'on explique comment ce régime peut prétendre être progressiste, peut prétendre vouloir le bien de l'Union des Maghrébins, l'Union des Arabes, en se livrant à un jeu de division qui vise à morceler son voisin, c'est-à-dire faire ce qui a toujours été le jeu de l'étranger, puisque toute la politique occidentale a consisté à morceler le monde arabe. Il y a là une véritable inquiétude. Et en tous les cas, cette absence de Maghreb arabe, cette absence d'union du Maghreb, elle a un coût. Elle a un coût qui se chiffre à 2,2% de PIB par an. Et c'est énorme par chaque pays. Elle a un coût qui se chiffre à un manque à gagner de 350 000 emplois pour les jeunes qui en ont bien besoin par an. Il y aurait la possibilité d'avoir une intégration, en plus des pays très complémentaires. C'est vrai que l'Algérie a des ressources pétrolières, gazières, le Maroc a d'un savoir-faire dans les services, dans la banque, etc. Ces pays pourraient vraiment réaliser beaucoup ensemble et ils ne le font pas. Ils vont donc en Europe disperser, négocier avec l'Union européenne où on arrive à des partenariats qui sont bien entendu très inégalitaires, puisque c'est la lutte du pot de fer contre la lutte du pot de terre. D'un côté, un ensemble de 28 États assez structurés, et de l'autre, eh bien, la division la plus totale. Il y a eu des projets d'union de la région Irak, Égypte, Jordanie, du temps de Saddam Hussein, tout ça, ça n'a jamais abouti à quoi que ce soit. Il y a eu des projets d'union, d'ailleurs aussi, que l'union entre l'Égypte et la Syrie, du temps de Nasser et du Bas, qui n'a pas donné de grands résultats parce que les fonctionnaires égyptiens avaient tendance à penser que la Syrie était une colonie. Et puis, le seul truc qui marche un peu, c'est le Conseil de coopération du Golfe, qui réunit les monarchies du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Royaume de Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, Oman, le Qatar et l'Émirat de Koweït, où il y a effectivement des réalisations qui se font, notamment d'ailleurs sur le plan militaire, puisque leur inquiétude primordiale c'est l'Iran, mais aussi sur le plan économique, il y a une intégration économique qui se met en place, il y a une liberté de circulation des personnes et des biens, donc il y a, mais par exemple la monnaie commune tarde à se mettre en place. Donc en tous les cas, pour répondre à votre question, la Ligue arabe aujourd'hui c'est l'impuissance totale et il ne semble pas qu'elle puisse sortir de cette impuissance
Parce qu'en réalité, la Ligue arabe, c'est comme l'Union, c'est comme l'Organisation des Nations Unies, c'est comme aussi l'Union européenne pour le Nord, ce sont des associations d'États. Les patrons, ça reste les États, même s'il y a des gens qui pensent pouvoir se proclamer ministre de l'Union européenne ou je ne sais quoi, les patrons restent les États, et les divisions ou les luttes d'intérêt ou les divergences d'intérêt entre les États restent très fortes, et c'est peut-être dans l'évolution des mentalités au niveau des pays, au niveau des États, que l'on pourrait trouver une solution. Les peuples sont plutôt favorables, les peuples sont beaucoup moins attachés à cette non-existence d'une unité arabe que le sont des régimes qui en tirent quand même souvent profit. Oui. Parlez fort, s'il vous plaît. Juste pour revenir sur le conflit entre l'Algérie et le Maroc, est-ce que c'est pas finalement la preuve que la France a laissé une telle empreinte sur le gouvernement algérien en laissant la frontière telle qu'elle, sachant que ça portera à conflit, et en entretenant certains types de rapports et de relations qui font que ce conflit ne se résout pas de lui-même. Et j'ai une deuxième question, comment est-ce que dans les années 20, au moment où il y avait cet intérêt au moment des accords et comment est-ce que les États démocratiques arrivaient à défendre les idées qui finalement servaient leurs intérêts plutôt que l'intérêt de l'État, parce que vous arrivez à justifier ça alors que ce sont des États eux-mêmes démocratiques. Je comprends mal la deuxième question. Comment les États démocratiques peuvent avoir une telle politique et après à la politique de division, oui, mais enfin, bon, on va venir sur la Général. Bon, l'affaire du Sahara marocain, bon, pour une fois, la France est innocente. Vous savez que le Maroc a eu le malheur d'être placé sous le protectorat de deux pays, la France et l'Espagne. L'Espagne a failli en tout cas. Je ne dis pas que le protectorat français c'était la panacée, mais au moins il y a eu des choses qui ont été faites. Il y a eu des routes qui ont été faites, de l'électricité a été mise, on a amélioré le système de santé, on a fait des écoles. Bon. Le problème, c'est que l'Espagne était encore plus pauvre que le Maroc, donc elle ne pouvait pas faire grand-chose. Donc le nord du Maroc, le Rif, a été laissé dans un état d'abandon épouvantable, et l'Espagne avait également le Sahara dit occidental, c'est-à-dire les régions de la Cédiette et la Mra et du Oued-el-Nahar, au niveau des Euros et je ne sais plus quoi, et qui était aussi dans un état d'abandon extraordinaire, parce que, en fait, l'Espagne ne tenait que la ville côtière de Laayoune et de Villa Cisneros, qui est là aujourd'hui, et chaque fois qu'ils s'aventuraient à l'intérieur, ils se faisaient repousser par les tribus soutenues par les sultans du Maroc. C'est la France qui est venue à leur secours à plusieurs reprises, pas par amour et modéré de l'Espagne, ni par hostilité au Maroc, mais la France était en Algérie à l'époque. C'était des départements français. Et la France, ou les Français pensaient qu'ils allaient rester éternellement en Algérie. Bon, donc il fallait consolider cette situation et il fallait éviter des désordres à la frontière. Bon, ce qui a conduit d'ailleurs la France à prendre les territoires marocains. La région de Tindouf, où sont aujourd'hui les réfugiés, installés des milices du mouvement séparatiste Polisario, était une région marocaine. Colomb-Béchar était une ville marocaine. On trouve encore des photos où on voit la poste royale du Maroc dans les années. Le Touat était une région marocaine. La France a découpé les frontières pour les annexer à l'Algérie en pensant qu'elle resterait éternellement en Algérie, et l'Algérie a bénéficié de cette situation. Mais la situation du Sahara est essentiellement marocaine, est essentiellement due à la position espagnole. En 1955, c'est la fin du protectorat français et espagnol. Les Français s'en vont, les Espagnols s'en vont, mais ils gardent le Sahara et ils gardent d'autres zones au Maroc. Et ils vont se désintéresser de cette région, puis brusquement s'y intéresser à partir des années 70, parce qu'on découvre du phosphate. Bon,
le phosphate, c'est une richesse comme une autre. Et puis, je pense qu'il y a, au fond, en Espagne, dans le veuille ou non, une vieille nostalgie d'avoir été un très grand empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais, etc. Et puis de se retrouver quand même à la portion convenue. Et ce Sahara, c'était tout ce qui leur restait de leur vieil empire du passé. Alors ils ont joué un jeu très ambigu. Et ils se sont accoquinés avec l'Algérie et le bloc soviétique. Le bloc soviétique qui voulait appliquer la vieille théorie de Lénine. Il s'agit de tourner l'Europe par le sud de façon à créer l'agitation. L'Algérie de Boumedienne, c'était un rêve hégémonique, c'était d'être les grands au Maghreb, les grands en Afrique, les grands un peu partout, et c'était de réduire le Maroc, couper le Maroc de son espace africain, de son débouché africain. Et donc on a eu un accord secret entre un monsieur qui s'appelait Bouteflika, qui était ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, qui est aujourd'hui le président que l'on sait en Algérie, et un monsieur qui s'appelait Lopez Bravo, qui était un des ministres de Franco. Et ils se sont entendus pour essayer de créer une entité séparée sur laquelle les uns et les autres auraient un droit de regard qui serait ce Sahara. Bon. Ça n'a pas marché parce que le roi Hassan II a provoqué ce qu'on appelle la marche verte, c'est-à-dire qu'il a fait son peuple à marcher pour récupérer ce territoire et qu'il l'a récupéré et le Maroc s'y est installé. Mais en fin de compte, ce qui est désolant dans cette affaire, et ce qui est désolant, moi j'ai beaucoup d'amis algériens qui sont les premiers à reconnaître que c'est un véritable drame, c'est qu'on a créé de toutes pièces une inimitié entre Marocains et Algériens qui n'avait pas de raison d'être et qui aujourd'hui est un facteur majeur de la non-union du Maghreb et aussi un facteur d'instabilité, car ce Polisario, qui est un pantin, qui ne dépend que de la sécurité militaire algérienne, a subi toutes les dérives que subissent ces associations, ces mouvements des marxistes des années 70. C'est-à-dire qu'il est passé de la lutte politique à la mafia. On sait les liens qu'il entretient avec les narcotrafiquants sud-américains qui sont installés au Sahel et qui essayent de répandre leur camelote à partir de cette région parce que les autres voies leur sont bouchées. On sait qu'il y a des liens entre le Polisario et les mouvements terroristes comme AQMI, comme Daesh. On connaît les noms. L'un des bourreaux d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, était un type du Polisario. Bon, donc ça c'est des réalités, et donc il y a là un facteur de déstabilisation majeur qui, en fait, tous ces pays, que ce soit la Tunisie, on sait les malheureux Tunisiens dans quelle situation ils se trouvent aujourd'hui, avec ces attentats, avec ces problèmes, bon, que ce soit l'Algérie qui contrôle mal son territoire, tous ces pays ont intérêt à quand même à s'entendre, à coopérer sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, pour exister au sud de la Méditerranée. On nous bassine avec l'euro-méditerranée, avec le dialogue de Barcelone, avec des choses comme ça. Mais comment voulez-vous faire une euro-méditerranée s'il n'y a pas au sud de la Méditerranée un ensemble cohérent qui puisse discuter d'égal à égal avec l'Union européenne, les pays de l'Union européenne? Ça, c'est un vrai souci. Lorsque Sarkozy a créé l'Union pour la Méditerranée, on a eu une grande discussion avec lui. Bon. Et je lui ai dit, oui, c'est une très bonne idée parce que ça a le mérite de remettre la Méditerranée au cœur des préoccupations de la diplomatie française et de redonner une idée. Bon, mais on ne peut pas, on pourra difficilement avancer si on ne résout pas les crises. Il y a quand même au sud de la Méditerranée une crise qui s'appelle la crise de Palestine. Bon, alors on en pense ce qu'on veut, mais c'est quand même un facteur déterminant de désordre, d'humiliation, de tout ce que l'on veut. Et il faut, comment peut-on dire on va s'occuper, ça c'était la grande idée d'Henri Guénaud, on va s'occuper de l'écologie en Méditerranée. Et je lui dis, avant de s'occuper des petits poissons, il faut peut-être s'occuper des êtres humains. Hein. Bon, vous voulez sauver les petits poissons, mais les Palestiniens sont en train de
Bon, donc il faut peut-être essayer voilà. Ou alors faisons une union avec des pays, avec un noyau dur de pays qui sont convaincus. À l'époque, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc était prêt à marcher peut-être on aurait pu faire un aïd. Là, on a fait un peu n'importe quoi. En plus, les Allemands sont venus par derrière, ils ont torpillé l'affaire. C'est clair que Mme Merkel a cassé l'idée de l'Union pour la Méditerranée, hein, parce que Mme Merkel et les Allemands, parce que c'est l'Allemagne, l'Allemagne éternelle, l'Allemagne de toujours, l'Allemagne qui, lorsqu'elle est forte, est insolente, et qui en est dominatrice. Oui, il faut le dire. Bon, l'Allemagne s'est arrogé un droit de regard en Europe de l'Est extraordinaire. Elle a enchloussé la Pologne, elle a enchloussé la Tchécoslovaquie, elle a enchloussé la Roumanie. Le président roumain est un Allemand qui répond aux ordres de la chancellerie. Voilà la réalité. Mais quand la France a voulu créer quelque chose au sud de la Méditerranée, qui n'était pas d'ailleurs fondamentalement un projet pour restaurer la République France au sud de la Méditerranée, c'était un projet pour favoriser le dialogue entre les deux villes, Mme Merkel et l'Allemagne ont mis toutes leurs forces pour saboter ce projet et l'ont tué. Et ils ont fait revenir ce projet à un bidule qui s'appelle le processus de Barcelone. Le processus de Barcelone, c'est un truc qui a été inventé après la première guerre américaine contre l'Irak. Comme tout de même, personne ne se sentait bien fier dans cette affaire, et il ne fallait pas donner aux Arabes l'idée qu'on avait pris le parti des Américains à 100%, et donc on a dit on va leur montrer qu'on s'occupe d'eux. Et on a créé ce partenariat de Barcelone qui devait avoir trois volets. Un volet politique, un volet économique et un volet culturel. C'était très ambitieux. Le volet politique, il n'a jamais vu le jour et pour cause. Comment voulez-vous, avec des États européens qui ont des politiques totalement divergentes, notamment sur la Palestine. On sait que l'Allemagne suit en tout cas la politique américaine, qui suit en tout cas la politique israélienne. La France a une autre politique, et les Anglais s'en foutent. Les Italiens et les Espagnols ne savent pas ce qu'ils changent la vie toutes les 6 semaines. Bon, non, c'est la réalité de la diplomatie, quand même. Donc, le volet politique n'a jamais vu le jour. Le volet culturel, on a fait 2-3 expositions à Lima, à l'Institut du monde arabe. Bon, c'est très gentil, mais on sait très bien que ça ne sert à rien. Bon. Et le volet économique, ça a consisté à soutenir quelques projets. Vous savez combien l'Union européenne dépense dans ces projets économiques, dans ce qu'on appelle les fonds Euromed et tout ça? 600 000 millions d'euros par an. C'est-à-dire que c'est le prix de ces cigarettes, quoi. Franchement, 600 millions d'euros par an, c'est rien. Hein. Bon, c'est pas les gens. Et au nom de ces 600 millions d'euros par an, on voudrait donner des leçons aux pays du Sud en disant vous devez faire ci, vous devez faire ça, etc. Bon. C'est ce que me disait le président Sissi. Il dit, le président Sissi a renversé, enfin le peuple égyptien a manifesté contre les frères musulmans. Et il y a eu des millions de gens dans la rue, ça c'est vrai. Et l'armée est venue au secours du peuple, en appui du peuple, pour profiter de l'occasion pour prendre le pouvoir, c'est pas que vous voulez. Dans tous les cas, la situation était là. Et ils ont débarqué les frères musulmans qui conduisaient quand même le pays un peu à la faillite parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Ben, ça c'est une autre affaire. Et voilà l'Union européenne qui arrive, le bec enfariné, et qui dit au président Sissi, mais nous ne sommes pas du tout contents de ce changement de choses, ce n'est pas démocratique, et on va vous sucrer le crédit, c'est pas un don, le crédit de 200 millions qu'on vous accordait pour... le président Sissi était mort de rire lorsqu'il m'a dit ça. Il dit, mais c'est ces gens-là, leurs 200 millions, ils peuvent le garder. D'abord, c'était un prêt. Bon. Et ensuite, mes amis saoudiens arrivent avec 10 milliards de dollars. Mes amis de Qatari arrivent avec 5... des Émirats, pardon, Qatari, mes amis des Émirats arabes arrivent avec 5 milliards. Et les autres idiots, ils me donnent des leçons pour 200 millions. Bon, il ne faut pas mépriser les gens à ce point-là, c'est pas du bon. Et on ne fera pas un grand axe euro-méditerranéen si on continue à prendre les peuples du Sud pour des imbéciles. Une autre question, monsieur? J'ai 2 questions. Oui. C'est de faire court, s'il vous plaît. La première concerne en fait votre
transport du monde arabe, les partis politiques arabes sont arrivés. Vous avez cité Nasser, vous avez cité le Ba'ath en Syrie, vous avez aussi parlé du Ba'ath en Irak. Sauf que ces partis-là, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont tout fait sauf du nationalisme arabe. Et sous couvert de slogans panarabistes, ce qu'ils ont fait, c'est du nationalisme égyptien, du nationalisme syrien, du nationalisme irakien. Et vous avez beaucoup insisté sur la responsabilité des accords Sykes-Picot et du jeu de puissance dans l'échec de la réalisation de cette nation arabe. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi considérer que l'un des premiers facteurs d'échec pour la réalisation de cette nation, ça a été les politiques, ça a été les pouvoirs de ces partis qui en fait ont énormément servi les accords de Sykes-Picot. Et ma deuxième question concerne une conclusion qui consistait à dire, si j'ai bien compris, que pour résoudre, on va dire, les problèmes auxquels fait face le Moyen-Orient, le Proche-Orient, le monde arabe et l'Afrique, l'une des solutions, la meilleure des solutions reste et demeure le nationalisme arabe, c'est-à-dire la réalisation de cette nation arabe. Comment est-ce qu'aujourd'hui, la citation que vous connaissez du monde arabe, est-ce que vous voyez l'avenir, on va dire, de cette nation arabe? Comment est-ce que vous la considérez institutionnellement Alors, pour ce qui concerne la question concernant le rôle des partis nationalistes arabes, c'est intéressant. Il y a eu, d'abord une chose, il n'y a pas de base en Syrie, il faut être clair. Il y a eu le Ba'ath en Syrie dans les années 60, du temps la seule période où la Syrie a été démocratique et où le Ba'ath avait une influence prépondérante, mais dans un cadre de multipartisme. Il y a eu en 1967 un premier coup d'État qui a renversé la direction légitime du Ba'ath et Michel Aflaq a dû s'enfuir. Et en 1970, un second coup d'État fait par M. Assad. Ces gens ont gardé le nom du Ba'ath, mais ce n'est pas le Ba'ath. C'est comme le Canada Dry, ça n'a rien à voir. Ils ont persécuté les bassistes. Moi, je me souviens, en Syrie, j'étais allé au siège du fameux parti. Bon, il n'y a pas. Ils avaient refait les livres, ils avaient arraché les pages, on parlait de Michel Aflaq, le fondateur du parti. Donc, c'est une imposture. Il y a en Syrie un régime qui a gardé le nom du Ba'ath par imposture, mais qui n'est pas bassiste, et qui a toujours trahi les causes arabes. Il a pris le parti de l'Iran contre l'Irak, l'Iran perse contre l'Iran arabe. Il a essayé de détruire le président Arafat. Il a toujours joué contre les Arabes. Donc on exclut ce régime. Bon. Nasser était nationaliste arabe incontestablement. Il a cru qu'il allait faire l'unité arabe sous sa houlette. Bon. Et il a cru que l'immense popularité dont il jouissait en Égypte pouvait lui acquérir la même popularité que dans les autres pays arabes. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que les populations égyptiennes étaient, c'est pas une critique, mais c'est la réalité, étaient plus frustres, moins éduquées que les populations du Mashrek. Bon, et donc, cette espèce de fureur principe, cette espèce de culte de la personnalité, cette espèce de bureaucratie très pesante qui était celle du régime nassérien, a très vite hérité les gens. Et puis, il s'est lancé dans des opérations catastrophiques. L'opération du Yémen, la révolte yéménite, la guerre civile du Yémen entre les républicains et les royalistes, dont on souffre toujours, parce que en fait les Houthis d'aujourd'hui sont les anciens royalistes, bon, qui sont maintenant passés du côté iranien pour des raisons sordides, mais il a fait des erreurs effectivement parce que lui pensait que l'unité arabe ça consistait à en remporter tous derrière moi. Ça ne peut pas se faire comme ça, c'est clair. Hein. Et en Irak, le problème, c'est que l'Irak, d'abord, quand le Ba'ath est arrivé, et son problème a été de consolider son État, donc nationaliser le pétrole, de se donner les moyens d'avoir une politique. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains n'ont fait que lui mettre des bâtons dans les roues.
Il y a eu la guerre avec l'Iran, ce n'est pas l'Irak qui a déclenché la guerre avec l'Iran. C'est Khomeini qui voulait annexer une partie de la région de Bassora, le Koweït, le Bahreïn. Bon, il y a eu toujours un jeu des puissances occidentales, c'est-à-dire, disons pas puissance occidentale, ça veut dire des États-Unis, pour empêcher le nationalisme arabe de progresser. Mais il y a eu des erreurs entre le nationalisme arabe tel qu'il s'exprime intellectuellement dans les livres de Michel Aflaq, dans la pensée, bon, et comme souffle, comme élan, et la pratique du pouvoir, mais c'est hélas, on le sait très bien, toujours le sort des partis politiques. Vous avez des partis socialistes qui n'ont pas de socialisme que le nom, alors que le socialisme est peut-être une grande idée, mais vous avez aussi des partis gaullistes qui dans la pratique sont loin d'être conformes au gaullisme, bon, etc. Bon, donc ça c'est un souci, mais vous avez raison, c'est un problème. Et je pense que l'idée selon laquelle un parti ou un homme peut faire l'unité derrière lui, non, c'est pas. Il faudra convaincre les gens, il faudra que ça vienne quand même des aspirations populaires les plus totales. Pour ce qui concerne aujourd'hui, moi je ne dis pas que l'avenir pour le monde arabe, il est simple. Soit il continue dans l'état de décrépitude qui est le sien. C'est-à-dire, on voit ce qui se passe en Syrie. La Syrie est menacée de division. On voit ce qui se passe en Irak. Les Américains ont livré l'Irak à des bandes pro-iraniennes qui ont fait régner la terreur, suscitant des réactions qui sont aussi totalement contestables, etc. Bon, on voit ce qui se passe en Libye, on voit ce qui se passe un peu partout. Aujourd'hui, on a l'impression que le monde arabe est au plus bas. Tout a été fait pour qu'il soit au plus bas. C'est-à-dire que si on voit bien la politique américaine au Proche-Orient, c'est une politique foncièrement anti-arabe. C'est ce que disait Kissinger. Il faut maintenir les Arabes plus bas que l'herbe. Toute la politique américaine a toujours été anti-arabe. Elle a été pro-iranienne, elle est toujours pro-iranienne, et elle redevient pro-iranienne. Elle a été tout ce qu'on veut, elle est bien sûr pro-israélienne, mais l'idée d'une union arabe est totalement odieuse aux États-Unis qui ont tout fait pour le passé. Mais aujourd'hui, la situation, soit le monde arabe continue à s'enfoncer dans un déclin qui est de plus en plus dangereux, soit il y aura un redressement. Alors ce redressement, est-ce que c'est l'idée d'un seul État comme le voulait le nationalisme arabe, ou est-ce que c'est un renouveau qui peut passer par une entente, une union, d'une intégration style Union européenne, mais enfin plus... À la limite, il y a plus de raisons que les Arabes sionistes que les Européens. Les Arabes parlent la même langue, ils ont la même histoire, ils mangent la même chose, ils ont la même culture, ils ont la même civilisation. Les Européens, on ne parle pas la même langue, on ne mange pas la même chose, on n'a pas du tout la même civilisation. Bon, donc, il y a plus de facteurs d'unité du monde arabe. Alors, l'unité aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire c'est parce que les nationalistes arabes ont écrit en 1947 qu'il fallait un seul État qu'il faut adopter ce système. Il y a peut-être d'autres moyens, c'est à penser. Il serait bien que les intellectuels arabes y réfléchissent, que les hommes politiques arabes, que les partis politiques arabes réfléchissent aux moyens de créer une coopération interarabe. L'idée, c'est celle-là, c'est une coopération interarabe, qu'elle prenne la forme d'un seul État ou qu'elle maintienne les États existants, ça n'a pas très important. Mais c'est un vrai débat. Et c'est vrai que de nos jours, plus personne pratiquement ne porte cette idée. Depuis la destruction d'Irak, il n'y a plus personne qui ne porte cette idée. Merci d'avoir répondu à cette question.